Et salut à tous, donc pour cette interview. Salut. Donc je suis avec Diego Ri. Et la première chose, c'est Diego, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi je suis prof de tennis du coup à Club 7 Tennis. J'ai terminé mes études l'an dernier du coup avec un master en préparation mentale et j'ai fait une licence TAPS aussi à Nice avant. Donc voilà, du coup je démarre cette année à fond dans le monde du travail pour démarrer l'année. Ok, super. Juste avant de commencer, est-ce que tu as un check qui te résume en tant que joueur de tennis? Je crois pas. J'en ai pas. Quelle est J'en ai ta- pas en tête, même en double avec des potes ou quoi, j'ai pas. Quelle est ta tactique en simple? En simple, alors ce qui est drôle, c'est que j'avais il y a 4-5 ans un jeu plutôt défensif où j'étais très bien sur terre. Où du coup je limais pas mal, j'adorais le combat avec des échanges super longs. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un jeu plus agressif. Parce que quand j'ai commencé un peu la salle, j'ai pris de l'explosivité. Et du coup, c'est vrai que maintenant j'alterne un peu entre les deux. Je pense que je suis assez polyvalent Ok, et j'aime bien le combat. ok, bon, parfait. Ok, alors comment t'es venu au milieu du tennis? Est-ce que t'as baigné dedans quand t'étais petit? T'as découvert? Comment est venu le tennis dans ta vie? Du coup, mon père était beaucoup dans le sport. Donc il est prof de ski, prof de planche à voile. Et c'est lui qui m'a amené à faire vraiment du sport assez jeune. Par contre, j'ai démarré par le foot parce que toute la famille du côté de ma mère était dans le foot. J'étais pas bon là-dedans. Et du coup, à 10 ans, j'ai démarré le tennis. Je crois que je suis passé à côté d'un club et j'ai dit, bon, je vais essayer. Et puis après, voilà, j'ai pris le virus. Ok. Et comment s'est passé en tant que joueur de tennis, comment t'as évolué? Du coup, j'ai démarré à 10 ans. J'étais à l'époque en Guyane. Donc j'ai commencé à jouer. Au bout de 2-3 ans, assez rapidement, je prenais un kiff incroyable sur le terrain. Et après, aux alentours de 14 ans, après, on était en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, j'ai fini du coup dans les meilleurs en Guadeloupe. Et au bout d'un moment, forcément, il fallait que je puisse progresser. Et quand j'avais 15 ans, j'ai vécu un an en Équateur à m'entraîner 20 heures par semaine. Donc mon rêve, c'était d'aller dans une académie. Et par plein de circonstances, du coup, je me suis retrouvé en Équateur où j'ai eu un arrangement avec un entraîneur. Et je vivais chez l'entraîneur et je m'entraînais un an là-bas. Du coup, à l'époque, je suis arrivé en France quand j'avais 16 ans. Je devais être 15 ans, si je me rappelle bien. Et après, voilà, je suis arrivé à Nice. Et à Nice, je suis arrivé jusqu'à 2-6, jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai eu une petite période où j'en ai eu un peu ras-le-bol. Je suis allé un peu, voilà, je faisais que ça et peut-être un peu trop. Et du coup, j'avais un moment où j'en ai eu ras-le-bol. Et puis après, maintenant, voilà. Après, je savais que à un moment, j'ai voulu essayer de tenter d'aller au plus haut niveau possible. Je voulais au moins essayer de démarrer le circuit en étant à zéro ou négatif. Et du coup, voilà, maintenant, là, je suis prof et je savais que je voulais rester dans ce domaine et je suis un passionné de sport dans tous les cas. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand tu as eu ce ras-le-bol, que tu as décidé de peut-être aller sur l'enseignement, peut-être plutôt? Ouais, c'est à ce Tu voulais moment-là. rester dans ce milieu? Voilà, moi je voulais rester dans ce milieu et du coup j'avais démarré aussi le STAPS parce que j'avais du retard sur les meilleurs de mon âge, j'avais facilement 2-3 ans de retard par rapport aux gens qui avaient le même âge et qui avaient 2-3 ans d'avance sur le niveau de jeu. Donc du coup j'ai démarré mes études aussi en fac de sport et je me suis dit bon bah là j'ai essayé d'aller au plus haut, je voyais que c'était compliqué d'aller plus loin. Et puis voilà. C'est dur de concevoir le haut niveau et la fac en même temps. Ouais, Que là, c'était un choix qu'il fallait commencer. C'était un choix, voilà. En plus, j'avais un statut particulier à la fac où ça me permettait de ne pas être présent à tous les cours. Mais après, voilà, il y a aussi un moment où tu arrives, forcément, tu projettes aussi ton avenir et voilà, tu sais qu'il faut aussi que tu trouves un boulot après. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je ne l'ai pas pris par défaut. Je savais que si j'arrivais pas à aller aussi haut que j'aurais voulu, je pouvais rester dans le tennis en tant que prof. Et puis voilà, après, je suis allé sur la prépa physique et le mental. Du coup, voilà, donc tu es enseignant de tennis, donc tu as dit que tu avais fait la licence TAPS, c'est ça? Ouais. Et donc à côté de ça, tu es préparateur physique, préparateur mental. C'est ça. Donc tu as fait quoi comme étude pour Du coup, j'ai fait te former? 3 ans de licence STAPS à Nice avec l'option tennis et l'option entraînement sportif. Grâce à ça, j'ai réussi à avoir l'équivalence du BE, donc qui maintenant s'appelait le DE-JEPS. Grâce à l'option tennis et l'option entraînement sportif. Et ensuite, je suis venu à Montpellier pour faire un master spécifique en préparation mentale. Ok. Et c'est à l'issue de ça que tu as décidé d'essayer d'être un peu plus préparateur mental? Oui, c'est ça. Okay. Là-dessus, du coup, la prépa mentale m'a toujours passionné et maintenant, je veux développer en priorité la prépa mentale pour tous les sportifs et également la prépa physique pour le tennis. Un peu plus spécifique au niveau de la prépa physique. Ok. Donc du coup, c'était vraiment sur tous les plans d'entraînement, entraînement tennis, technico-tactique.
et puis le mental, le physique, donc toutes les bases de la performance. C'est ça. Et après, on va dire, dans la suite de ma carrière, vraiment dans 5, 10 ans, enfin vraiment plus tard, j'aimerais pouvoir aussi justement mettre en lien toutes ces compétences et essayer peut-être de pouvoir agir sur plusieurs compétences en même temps chez un joueur. Ce qui demande aussi pas mal de temps et qui est assez ambitieux, mais c'est quelque chose que moi je crois pas mal aussi en général dans les profs de tennis qui ont d'autres compétences que uniquement le côté technico-tactique. Après on a aussi des compétences physiques, mais j'aime bien que les profs puissent avoir aussi d'autres domaines de compétences au-delà du tennis avec la raquette. C'est vrai que je le dis souvent, mais à la Fédé, quand on passe le DE, alors c'est pas une généralité pour tout le monde évidemment, mais il y a une tendance qui se dégage, c'est qu'on est des spécifiques techniques. On sait qu'en France on est spécialité technique, et c'est vrai que des fois on oublie un peu la performance en dehors. Et on va dans des clubs et c'est vrai que souvent on n'est que centré sur la technique et on oublie la performance dans sa globalité. Donc ça c'est vraiment quelque chose effectivement de très important. Ouais. Et encore là ça commence, j'ai vu que là sur le côté prépa mentale, je sais que maintenant la formation commence à évoluer vraiment dans pas mal de sports et notamment par rapport à la Fédé, là-dessus je sais qu'il y a même la Ligue ici qui commence à mettre en place des formations de préparation mentale. Donc je pense que ça commence, au niveau de la prépa mentale, ça commence à arriver vraiment sérieusement. Et sur le physique, je pense que c'était déjà le cas. Et là-dessus, c'était pas mal fait. Après, toi ayant fait la formation du DE que moi j'ai pas fait, du coup c'est vrai que là, je peux pas. C'est vrai que tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Moi j'ai l'impression, c'est mon point de vue, qu'on a été technique pendant très longtemps et que depuis quand même 10, 15, un peu plus, il y a la prépa physique qui s'est vraiment généralisée, globalisée au niveau et que maintenant c'est devenu quand même quelque chose de très important. Et moi je pensais il y a 10 ans que la préparation mentale allait exploser rapidement. J'ai l'impression qu'elle traîne un peu mais que ça commence quand même à arriver tout doucement. Alors la prépa mentale, est-ce que pour toi elle est assez présente ou il faut... Joli. Un petit vol plané. C'était beau. Il faut continuer à la développer ou au contraire elle n'est pas encore du tout arrivée et ça va exploser bientôt? Alors la prépa physique, il y a 10 ans maintenant on se rend compte qu'il n'y a pas un seul club, il n'y a pas une seule structure de haut niveau, qu'il n'y a pas un préparateur physique. Alors que pour l'instant la prépa mentale ça commence à devenir plus régulier, mais c'est encore des sportifs qui vont, c'est plutôt les particuliers qui du coup vont aller avec de la prépa mentale, ou alors des fois on a tendance à croire que du coup le prof de tennis peut déjà inculquer le mental, mais des fois on donne le mental est quelque chose où du coup il faut quand même aller se former. Pour moi c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en 2 mois ou en 3 mois. Et du coup, je pense que le mental, petit à petit, commence à rentrer un peu plus dans les normes. Mais c'est quelque chose qui est encore trop réservé du coup aux particuliers et aux personnes aussi qui peuvent se le permettre. Parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir investir aussi sur ce plan-là. Voilà, quand on investit sur le tennis, sur le physique, sur le mental, ça commence à faire aussi beaucoup. Moi, c'est pourquoi aussi par la suite, j'aimerais bien pouvoir être un coach du coup qui amène plusieurs compétences à un joueur pour qu'il ne soit pas obligé d'aller justement aussi... voir énormément de personnes. Après je sais que c'est difficile parce qu'il faut réussir à prendre de l'expérience dans plusieurs domaines, donc ça viendra avec le temps au fur et à mesure. Mais donc ça gagnerait à se généraliser, ok, dans les grandes structures. Quand même du coup question, un débat qui me tient au cœur. Donc on a dit qu'on aimerait justement que ce soit pas que technique, que la performance est un peu globale. Mais est-ce que le coach il a la compétence pour tout gérer pour un joueur? Est-ce qu'il doit continuer à développer ses compétences, qualité mentale, qualité physique, ou est-ce qu'au contraire il faut quand même qu'il apprenne à déléguer, qu'il prenne un coach mental, qu'il prenne un coach physique dans le staff du joueur? Peut-être que ça dépend du niveau. Peut-être que ça dépend du niveau du joueur, oui. Je suppose. C'est intéressant du débat. Alors pour moi il faut déjà que le prof soit formé sur les 2 domaines, donc en plus la prépa physique et la prépa mentale, qu'il soit allé se former de manière volontaire au-delà de la partie physique qu'on aura dans le DE ou dans des formations, qu'il aille se former aussi à côté en plus, et qu'une fois qu'il s'est formé, il faut aussi qu'il puisse avoir de l'expérience dans chaque domaine. Donc pour moi, la notion du niveau est importante. En gros, quand c'est un niveau très élevé, pour gérer les 3 plans, il faut que le coach ait de l'expérience sur les 3 domaines. Et c'est ça qui est plus compliqué aussi. Là-dessus, du coup, quand on n'a pas encore l'expérience sur les 3 domaines, je pense qu'il vaut mieux encore venir déléguer. Et justement, après, ça c'est plus dans les structures. Je pense qu'au niveau des moyens de comment s'organiser les structures, je pense que c'est possible de mettre des moyens du coup dans la prépa mentale, mais c'est aussi un investissement supplémentaire. Et la prépa mentale vient souvent en fait un peu en dernier. Donc ce qui est compliqué, c'est de réussir aussi sur le plan financier, à ce qu'une structure puisse être viable en investissant aussi dans la prépa mentale alors qu'elle investit déjà dans tout le reste. Mais je pense que là-dessus, il y a pas mal d'essais à faire aussi. C'est vrai que c'est un débat qui est
qui est compliqué. Comme tu as dit, c'est peut-être avec le niveau aussi. Le haut niveau, il faut qu'ils investissent. Ça. Alors peut-être que c'est sûr que les petits clubs, ouais. c'est pas encore... Sur les structures, voilà, de rendre aussi la prépa mentale accessible à un peu plus de monde. Même la prépa physique, là-dessus, voilà, c'est quelque chose qui commence à se faire, mais c'est vrai que c'est compliqué, je pense, de pouvoir faire les trois. Il faut de l'expérience dans les trois pour être capable d'entraîner un joueur à un très bon niveau. C'est sûr que voilà, on a beau être très bien formé, la réalité du terrain, on sait ce que c'est. Et du coup, je pense qu'il faut prendre de l'expérience dans chaque domaine avant de pouvoir dire, voilà, on est capable. Moi, c'est pour ça que quand je le dis, moi, je ne me vois pas faire ce mode un peu polyvalent avant bien 5-7 ans. Tant que je n'ai pas pris de l'expérience dans chaque domaine, c'est pas faisable. Ok. Du coup, en prépa physique ou prépa mentale, est-ce que tu as des choses que tu travailles régulièrement? Quels sont les domaines que tu travailles le plus avec les sportifs? Quelles sont les thématiques que tu abordes le plus souvent? Est-ce qu'il y a des problématiques qui se dégagent des sportifs? Ou est-ce que vraiment c'est vraiment différent à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a des tendances générales? Qu'est-ce que tu apportes en fait dans les séances? Alors on reste sur le côté vraiment tennis pour que du coup ce soit un peu plus précis. Sur la notion, je pense qu'en fonction du niveau, donc on va dire un niveau loisir qui commence un peu la compète, voilà, ou qui sont classés entre 40 et voilà, peut-être 15-4, 15-3 sur ces classements-là. Pareil, au niveau du physique, je pense qu'il faut énormément de temps et de temps passé à s'entraîner pour avoir de réelles évolutions. Du coup, je pense que dans chaque entraînement, il faut réussir à passer tous les thèmes principaux. Donc réussir à mettre, je pense sur l'année, il faut réussir à faire des programmations où chaque qualité physique est traitée. Ça va être dur honnêtement sur des séances d'1h30 que quand tu les as, si tu n'as pas au moins 3 fois la personne dans la semaine, c'est compliqué d'avoir des vraies évolutions sur le plan physique. Mais du coup de réussir au moins à les initier. Et après on peut aussi utiliser tous les programmes de bloc, réussir à faire sur 2-3 mois de qualité physique pour que du coup on puisse aller bosser dessus. Et par exemple au tennis, sur des niveaux un peu plus bas, on peut assez facilement les aider sur la notion de gainage. Au niveau du jeu de jambes, donc après sur des notions de vitesse. La vitesse c'est quelque chose du coup qui se perd très vite, mais sur 2-3 mois, on peut aussi très bien venir mettre ça en place avant les périodes de tournoi. Donc je dirais qu'il y a la notion de gainage, force avec des élastiques, avec des petits outils qui sont pas très compliqués à avoir. Il y aurait donc tout ce qui est force, vitesse aussi, qui est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, et la coordination. Pour moi, c'est les 3 domaines sur lesquels, en fait, avec peu de temps passé à pratiquer, on peut avoir des impacts. Parce qu'après, sur les autres, sur l'endurance, on peut aussi avoir des impacts, mais là, il faut que ce soit vraiment une demande aussi de la part des sportifs. Du coup, on peut faire 3 mois vraiment de foncier. Et du coup, c'est vrai que c'est ce côté aussi planification qui est plus dur et qui dépend aussi de la demande, des groupes. Voilà. Mais je dirais que les 3 facteurs les plus simples à mettre en place, ce serait tout ce qui est gainage et force avec des outils assez simples, la vitesse et la coordination, qui sont les 3 choses les plus simples à mettre en place. Et pour le reste, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une demande ou voilà, un sportif qui sait vraiment ce qu'il veut, voilà, peut-être en indiv. Voilà. C'est ça. Sur le collectif, je pense que c'est ça. Okay. Ce serait ça. Juste parenthèse, tu as précisé qu'en prépa physique, prépa mentale, tu n'étais pas que au tennis, tu fais plusieurs sports. Oui, alors surtout sur le mental, je veux vraiment m'ouvrir à plusieurs sports sur le plan mental. Après sur la prépa physique, je veux me spécialiser dans le tennis parce que justement je veux prendre l'expérience sur cette notion de prépa physique dans le tennis. Et du coup, je veux continuer à m'améliorer dans ce domaine-là. Alors que le mental, justement, j'aimerais développer parce que je trouve que c'est un domaine du coup qui est encore en retard. Et là-dessus, j'aimerais pouvoir apporter ces compétences-là et cette expertise au plus grand nombre possible de sportifs sur le plan mental. Tu me diras si je me trompe, ou si tu es d'accord avec moi, peut-être que tu vas pas être d'accord. J'ai l'impression qu'en prépa physique, il faut quand même connaître le sport dans lequel tu es. C'est vraiment spécifique, la prépa physique tennis, il faut s'y connaître, il faut des connaissances. Alors j'ai l'impression qu'en prépa mentale, tu n'es pas obligé de connaître le sport. Tu peux travailler avec beaucoup de sportifs, tu n'es pas obligé d'être spécialiste de chaque situation. J'ai l'impression qu'il y a une différence quand même entre les deux. Alors je suis d'accord parce que sur la notion de prépa physique, il faut une grosse analyse de la discipline. Donc il faut du temps, donc ça on peut le faire, mais il faut quand même un certain temps pour appréhender vraiment la discipline. Si on ne l'a pas vécu, je trouve que physiquement c'est vachement plus compliqué aussi. Alors que dans le mental, c'est presque plus facile des fois de bosser dans des sports qu'on ne connaît pas.
parce que on n'a pas notre avis du coup technique et tactique et on a uniquement le point de vue mental et psychologique. Où du coup nous on va être un peu les copilotes des sportifs qui eux, ça reste eux les experts et nous on essaye juste de leur donner les pistes sur lesquelles ils peuvent évoluer. Et du coup c'est pour ça que je pense que en prépa mentale c'est plus intéressant et même enrichissant de travailler dans plusieurs domaines. Super. Donc tu as parlé de la prépa physique, vitesse, gainage, etc., coordination, un peu d'endurance. Et en prépa mentale, qu'est-ce qu'on va développer dans le mental chez les joueurs? Qu'est-ce que tu conseilles aux joueurs de tennis là, qui nous regardent, qui veulent progresser mentalement? Ou même dans le sport, oui, même dans tous les sports. Mais sur le plan mental, pour rester plutôt sur le tennis, au niveau des outils, la première qualité c'est tout ce qui est concentration. Donc réussir à aller donner des points d'attention hyper précis et qu'on soit capable pendant une séance entière de passer d'un point d'attention à un autre, réussir à sentir les moments où notre esprit part, donc être capable de sentir quand il part et le ramener tout de suite au point pertinent. Donc ce serait déjà définir aussi des points hyper précis pour chaque sportif sur lesquels il peut se concentrer quand il voit que c'est plus compliqué. Donc il y a la notion de concentration qui va aussi avec le stress, donc de réussir à leur apprendre avec des outils assez simples comme la respiration. Qu'on peut se relaxer, s'activer et justement réussir au fur et à mesure à aider les sportifs à jouer ensuite avec le score. Donc avec la concentration et le stress, enfin la gestion du stress et la concentration, je trouve que c'est deux choses qui vont très bien ensemble, qu'on peut inculquer assez vite, même à des jeunes. C'est aussi intéressant d'expliquer. Après, ça c'est plus avec les jeunes, j'aime bien aussi leur expliquer la notion d'émotion, l'intelligence émotionnelle, essayer de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir pour du coup être capable savoir que quand on ressent telle ou telle émotion, on peut réagir de telle ou telle manière. Du coup, il y a la concentration, le stress. Après, il y a tout ce qui est routine, qui est hyper important, je pense encore plus au tennis. Après, on peut prendre des sports comme le golf, aussi où il y a beaucoup de temps d'arrêt. Donc tous ces temps d'arrêt, il faut réussir à mettre des routines, du coup, des habitudes qui nous permettent d'être dans du confort et d'avoir. Je le dis toujours, mais au tennis, je caricature, mais sur une heure, il y a 10 minutes de jeu, 50 minutes où on est dans notre tête, on marche, on fait rien. Du coup, c'est carrément hyper important. Ouais. Et on voit bien Nadal, c'est un des maîtres en la matière. Bon, il y en a d'autres, il n'y a pas que lui, mais c'est sûr que les meilleurs, ils le font. Ouais. Donc là-dessus, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Après, pareil, sur le terrain, là, ça reste, on passe un peu sur de la préparation mentale intégrée. Mais ça aussi, je pense que moi, je suis assez friand de ça. Je pense qu'on devrait aussi, justement, au fur et à mesure, quand les profs auront de plus en plus de compétences sur le plan mental, je pense que le but, ce serait que dans 5-6 ans, au moins sur la notion de prépa mentale intégrée, donc sur le terrain, on puisse avoir des profs qui ont tous des compétences sur le plan mental pour aider les sportifs justement, même là-dessus c'est ce qui m'a surpris aussi quand j'ai démarré dans ce domaine, c'est que la prépa mentale est utile à tous les niveaux. Par rapport à la prépa physique, il faut énormément de temps et d'investissement pour avoir un réel effet. Alors que sur la prépa mentale, je trouve que les effets pour des sportifs d'un niveau un peu plus bas, les effets sont beaucoup plus gros sur de la prépa mentale et que c'est plus intéressant aussi pour eux. Du coup, la prépa mentale, ça s'adresse vraiment à tous les niveaux. C'est pas lié que aux sportifs de haut niveau. On se dit souvent le sportif de haut niveau qui a des gros stress et tout, c'est pas lié que à lui. Ça peut être à tous les niveaux. Oui, pour moi, ça peut être justement adapté à tous les niveaux. Et s'il faut choisir sur les personnes qui font de la compétition, des fois aussi la notion mentale peut empêcher des personnes de faire de la compétition. Donc, on a tous dans nos clubs des joueurs qui sont très bons à l'entraînement et puis même qui se régalent au tennis mais qui ont vraiment une notion un peu de peur d'aller en compétition et du coup je pense que la prépa mentale peut aider aussi à ça. Et après dans les clubs, je sais que c'est assez rare aussi, moi je trouve assez intéressant de pouvoir peut-être faire dans des clubs un peu pas des conférences mais d'aller faire des ateliers ou des animations pour que du coup entre guillemets on puisse donner des conseils du coup directement aux sportifs par le club, ou voilà, qu'il y ait des actions qui soient mises en place au-delà de la ligue et de la fédé qui commence à mettre beaucoup en place la prépa mentale, que ça soit peut-être mis aussi dans les clubs. C'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore fait parce qu'après il y a d'autres questions qui rentrent en jeu. Il y a aussi les questions financières qui est compliquée. Est-ce que la prépa mentale ça s'adresse que aux joueurs? Ou est-ce que justement on ne pourrait pas développer le truc en disant on va former un peu les coachs? Du coup, est-ce que ce ne serait pas un double public? Peut-être que les coachs qui ont besoin de compétences mentales sur le terrain, est-ce que ce ne serait pas ton expertise aussi de leur apporter ça peut-être? Oui, ça pourrait. Après là-dessus, je sais que moi personnellement j'aimerais bien prendre peut-être une année d'expérience pour ensuite démarrer là cette année avec les sportifs avec qui je vais collaborer et peut-être avoir
d'ici 1 ou 2 ans ce côté d'aller former ou aider justement sur ce plan mental. Je sais que pour l'instant c'est pas encore dans mes projets là en court terme, mais c'est clairement quelque chose qui est faisable et c'est quelque chose que je veux faire par la suite. Ça m'amène à une autre question. Les coachs, est-ce que... bon, nous on est coach, on est préparateur mentaux aussi, donc forcément on a la double casquette, mais ceux qui sont que spécifiques tennis, est-ce qu'ils sont genre demandeurs, motivés pour apprendre, ou est-ce au contraire tu te heurtes à un petit refus, une petite distance vis-à-vis de ça? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est au contraire une demande ou une petite distance? Là-dessus, oui, je suis assez réservé. Je pense qu'il y a encore des coachs, même d'un très bon niveau, il y a encore des coachs qui pensent que c'est à eux de faire de la prépa mentale et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un en plus. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas encore tout le monde qui est demandeur. Je pense qu'il y a encore pas mal d'idées reçues là-dessus aussi, où du coup les gens pensent que la prépa mentale, c'est un domaine qui est... Il y a des gens qui pensent qu'on en fait peut-être trop pour la prépa mentale et que c'est en fait les coachs qui sont peut-être aussi pas assez formés là-dessus et que du coup c'est pour ça qu'on fait appel à des prépa mentales. Je me suis heurté déjà à des personnes qui me disaient qui pensaient que les coachs étaient pas assez formés là-dessus et que c'est pour ça que ces domaines voyaient le jour, parce qu'en fait il y a des coachs qui pensent qu'on devrait former justement les profs de tennis là-dessus et que des fois c'est peut-être pas assez fait. Voilà, après ça c'est des avis personnels que j'ai pu côtoyer autour de moi, mais c'est vrai que je pense que là-dessus c'est encore, il n'y a pas tout le monde qui est demandeur. Ouais. Et il y a plein de choses à prendre en compte. Moi je rejoins ton avis tout à l'heure, je pense que ça dépend des niveaux. Je pense que le niveau club, les coachs mériteraient à être formés, à maîtriser ça, alors que le haut niveau, on voit clairement qu'il faut quand même déléguer un petit peu. Il y a le préparateur physique, il y a le staff. Si le coach savait tout faire, on n'aurait pas besoin de staff en fait. Et c'est plus aussi pour amener aussi la prépa mentale chez les jeunes, parce qu'on sait que tout ce qui est formation, ça se fait quand même beaucoup dans les clubs. Et du coup amener peut-être chez les jeunes cette notion de prépa mentale et qu'on ne se rende pas compte à 18 ans quand les mecs ils sortent sur le circuit qu'ils ont des lacunes et que c'est là qu'il faut bosser. Je pense que le côté de l'inculquer très tôt, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant même chez les petits. Quand ils démarrent les tournois Galaxy, il y a des petites choses à faire, mais je pense que là-dessus il y a plein de choses à faire, plein de contenus à créer. Bien sûr, ouais. Mais peut-être aller sur les clubs pourrait aider un peu plus pour que du coup ce soit à la base, que la prépa mentale soit à la base et que ça évolue un peu mieux là-dessus. Je pose cette question parce que je raconte toujours la même anecdote, mais c'est vrai que c'était il y a 10 ans, je suis allé à la Fédé, j'ai parlé au directeur, au DTN, et clairement il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit la prépa mentale, c'est les coachs qui ont toute la compétence pour le faire, on n'a pas besoin de les former, les coachs sont des anciens joueurs de haut niveau qui ont toutes les compétences pour former le joueur mentalement. Les coachs mentaux sont des escrocs, on n'en veut pas. Et je me suis dit ok, super. Et pareil, après je suis allé à un entraîneur qui entraînait une fille à -15. Et pareil, il m'a dit non, j'ai pas envie que tu me voles ma joueuse. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit ça mot pour mot. Et du coup, j'ai quand même eu un rejet vraiment impressionnant. Alors qu'à côté de ça, effectivement, tous les coachs de club, au contraire, sont demandeurs et voilà, me disent ah bah non, j'aimerais bien me former un peu plus. Donc du coup, je sais que c'était il y a 10 ans que les choses évoluent, mais c'est vrai que ça m'a vraiment profondément marqué. J'ai l'impression d'être hier encore. C'est impressionnant. Je pense que ça évolue. Après, ce qui joue des tours aussi, pour notre profession, je pense que c'est le côté qui n'est pas encore assez réglementé. Et il y a maintenant des formations de prépa mentale où il y a des gens qui en 2 mois de formation se disent préparateurs mentaux, préparateur mental, alors qu'il n'y a pas eu les 700 heures de stage. Voilà. Il y a ça aussi qui joue un gros rôle, c'est que du coup ces personnes-là qui n'ont pas forcément des heures de formation énormes, du coup desservent notre profession, parce que quand ces gens-là ils viennent, c'est sûr que ça montre moins d'expertise que comme celle que nous on essaye d'amener aux sportifs. Donc je pense que ça dessert aussi. Si c'était réglementé, ce serait peut-être plus facile. C'est vrai qu'en préparation mentale, tu n'as pas besoin de diplôme pour te dire préparateur mental. Du coup, c'est à double tranchant. Tu as les gens qui n'ont pas de diplôme mais qui sont super forts. Ça arrive, qui ont des gens au niveau et tout, c'est super. Et d'un autre côté, il y a plein de, comme tu as dit, de dérives, et c'est ça qui nous dessert. Ouais. Parce que c'est vrai que sans diplôme, un préparateur mental peut avoir aussi déjà dès le départ énormément de compétences. Et pour moi, en fait, le préparateur mental, il va uniquement aider le sportif à être performant dans sa discipline, mais aussi en prenant en compte la personne et en essayant de l'aider à s'épanouir. Et je trouve que là, après, c'est sur le haut niveau, ça se voit pas mal sur le niveau mondial. Les joueurs maintenant disent qu'ils veulent être bons au tennis et avoir une carrière, une super carrière, mais ils veulent aussi être bien dans leur vie et s'épanouir dans le tennis. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit beaucoup chez la nouvelle génération. Quand on les écoute, les Zverev, les Thiem, on entend, Tsitsipas, on les entend, et c'est vrai que c'est assez intéressant, cette manière qu'ils ont
d'amener. Voilà. Surtout que c'est corroboré par les psychologues du sport qui te disent que le bien-être du sportif va être corrélé à sa performance. C'est pas parce qu'il va être bien qu'il va baisser en performance, c'est forcément corrélé. Et ça commence à bien bouger, je trouve, sur le plan mondial. Et après, en France aussi, je pense que ça commence à rentrer un peu. Mais par exemple, je suis encore surpris qu'il n'y ait pas un ou deux préparateurs mentaux dans tous les pôles France qu'il y a, ou toutes les structures nationales. Je suis encore surpris qu'il n'y ait pas des préparateurs mentaux dans toutes ces structures. Même s'il y a des accompagnements aussi psychologiques, donc il y a des psychologues, et je pense que aussi le préparateur mental peut bosser en duo avec un ou une psychologue. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant. Parenthèse, ceux qui veulent être coach mental, qu'est-ce que tu leur conseilles comme formation? Comment on devient coach mental? Comment on se crée des compétences? Alors pour être coach mental, actuellement, je sais qu'il y a plusieurs formations qui existent. Donc il y a les formations universitaires, où là-dessus il y a des masters du coup sur la préparation mentale. Je sais qu'il y a des masters, c'est ce que j'ai fait actuellement. Il y a des masters du coup qui couplent aussi la prépa physique et la prépa mentale. Donc ça c'est la différence, tu as fait un master que préparation mentale. Oui, c'est ça. Alors que moi j'ai fait un master préparation physique, mentale et réathlétisation. C'est ça. Donc du coup là-dessus je pense qu'il y a plusieurs sphères à aller toucher sur ces masters. Et après sur les formations privées, je pense que maintenant il y a des formations privées qui sont intéressantes, mais sur ces formations privées, pour vraiment les choisir, il faut qu'il y ait un volume de formation élevé. Il ne faut pas hésiter à aller voir les intervenants qui sont dans ces formations privées. Et il faut aussi qu'il y ait de la mise en situation, donc du coup qu'il y ait un stage, qui est le moment où vous allez travailler avec des sportifs en situation de stage. Parce que si vous avez une formation et que vous démarrez directement sur le terrain sans avoir travaillé en stage avec des sportifs, je pense que ça peut vite vous jouer des tours. Donc du coup, il y a des formations privées qui commencent à être de plus en plus carrées. Donc je sais j'en ai facilement 3 ou 4 en tête là actuellement. Il y en a qui sont spécifiques aussi au tennis. Donc du coup, essayer d'aller voir des formations du coup qui vous permettent d'être très complètes. Et il faut voir aussi si vous voulez intervenir que dans le tennis ou dans d'autres sports. Je pense que si on veut intervenir dans d'autres sports, c'est intéressant d'aller peut-être sur les masters. Parce que du coup, on a aussi des collègues qui viennent d'autres sports. En fac de sport, ça nous permet aussi d'être au contact de beaucoup de sports. Donc si on veut bosser dans plusieurs sports, je pense que les masters sont hyper intéressants. Et après, pour faire la différence entre les formations, je pense que les formations privées amènent un petit peu plus le côté terrain. Et la formation universitaire amène un peu plus le côté scientifique et théorique. Et qu'il faut, pendant la formation universitaire, vraiment réussir à trouver des stages intéressants qui nous permettent d'avoir ce côté terrain un peu plus. Voilà pour les formations. Le diplôme universitaire, le DU, tu le mets dans l'université ou dans le privé? Bonne question. Le DU est plutôt un mix entre les deux justement. Ouais. Là il y a le DU qui du coup, pareil au niveau du financement, hein, clairement le master universitaire ne demande pas un financement conséquent comparé au DU et aux formations privées. Donc ça c'est aussi à prendre en compte hein. Là-dessus. Sur la formation privée, prenez le temps d'être sûr que c'est celle-là qu'il faut. Et là-dessus, je pense que les deux options sont possibles. Ok, super. Je suis derrière mon écran et je me dis putain, ça serait bien que je fasse un peu de préparation mentale, ça m'intéresse. Comment se passe une séance en fait? J'ai aucune idée de comment ça se passe. Comment concrètement? Parce que justement, c'était super intéressant, tu as parlé de prépa mentale intégrée. Ouais. Ça m'intéresse vachement. Comment se passe une séance? Est-ce que c'est le classique, je m'allonge sur un canapé, je ferme les yeux et je parle de mes problèmes? Est-ce que c'est que du terrain? Comment tu gères tes séances? Comment tu fais Alors, de prépa mentale? Pour la prépa mentale intégrée, c'est juste le fait de réussir à faire des exercices de prépa mentale sur le terrain de tennis. Mais la préparation mentale à part entière, ça c'est un peu la suite d'une collaboration ou après de nombreuses heures passées du coup avec un sportif. Et au départ, ça démarre du coup en entretien, en face à face. Ça peut être dans des endroits vraiment au choix en fonction des sportifs. Mais du coup, ça démarre avec un entretien en face à face. Et on va surtout faire le point au début sur les qualités, les points faibles. Donc moi je le fais sous forme de questionnaire, sous forme d'entretien. On va faire un point donc, avec les points forts et les points faibles de chaque sportif. Donc du coup on prend un exemple, hein. Il peut être très fort en concentration et manquer de confiance et des difficultés à gérer le stress. Et en fonction de ça, nous après on utilise tous les outils théoriques qu'on peut avoir, donc on va expliquer comment fonctionne le stress, comment fonctionne la confiance. Et grâce à des échanges comme ça, avec un lien de confiance qui se crée, on va pouvoir aider le sportif à trouver des solutions. Et nous on va essayer de guider le sportif pour que lui trouve les solutions qui lui vont. Donc on essaie nous de lui amener la théorie, avec ce qui marche, on va dire, 3/4 du temps, mais c'est possible qu'il soit sur ce quart-là où lui, c'est pas ça qu'il lui faut. Donc du coup, il faut réussir à être dans un échange entre le préparateur mental et le sportif. Et on essaye de lui amener toutes les théories que nous, on a en tête. Et grâce à ça, ensuite, on lui permet d'avoir des outils
assez concret qu'on va créer avec lui. Et c'est vraiment cette collaboration qui est importante. Moi, j'adore ce côté où en fait, moi, je vais lui amener des outils et c'est lui qui va me dire comment il va se l'approprier, est-ce que ça lui va, est-ce que ça lui va pas. Et du coup, c'est un échange comme ça qu'on fait souvent sur des entretiens. Et au fur et à mesure, ça peut aller sur le terrain, voilà, sur des compétitions, sur des suivis de tournois. Mais ça marche comme ça au départ. Ok. Donc 2 points très importants. Responsabilité du sportif. Il vient pas sans rien faire, c'est à lui de bosser en fait. Toi, tu es juste un guide. Et deuxièmement, autonomie. L'objectif, c'est qu'après, il soit tout seul, capable de réaliser sa performance. Donc vraiment, les 2 points très importants. Très important. Ouais. Le but, c'est que le sportif, si au bout de 6 mois, il me dit, bon ben moi, là, j'ai bien avancé et je suis content d'où j'en suis. Bon, si à un moment, je vois que j'ai encore d'autres soucis, je reviendrai te voir. Mais si un sportif me dit, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, c'est que j'aurais fait mon job, quoi. Comment tu gères le sportif qui a une problématique, il vient te dire, j'ai ce problème, et en fait, il a un problème inconscient qu'il ne gère pas. Je donne un exemple pourri. Il s'énerve sur le terrain, il dit j'ai un problème de concentration. Alors qu'en fait, il a un problème de relation avec, je sais pas, n'importe qui, son père, son coach, ou il a un autre problème il a un autre problème. Comment tu gères la problématique que le sportif te donne? Moi, c'est ça mon problème. Et en fait, la problématique réelle qu'il y a derrière. Ouais, sur les entretiens, moi, je sais que le premier entretien, j'apprends aussi vachement à apprendre la personne, à connaître la personne. Et du coup, je vais lui poser beaucoup de questions aussi qui n'ont rien à voir avec le tennis pour connaître vraiment comment il se comporte avec les gens sur le terrain, les relations qu'il a avec sa famille. Mais après, on garde cette limite où nous on est préparateur mental, donc on va juste essayer de comprendre son environnement pour l'aider à mieux performer. Mais par contre, s'il y a de vraies problématiques du coup un peu inconscientes ou dont lui il se rend pas compte, moi j'hésite pas aussi à dire à ce sportif qu'il doit aller qu'il peut aller voir un psychologue. Là-dessus j'ai un réseau, du coup je transférerai des sportifs à des psychologues que je connais pour du coup bosser en collaboration, parce que pour moi le préparateur mental a une limite, c'est que des fois si la problématique est très psychologique, il faut du coup demander l'aide d'un psychologue qui lui aura des compétences plus fortes là-dessus, alors que moi je vais plutôt aider le sportif à être performant avec ce qu'il est et ce qu'il a déjà en lui au départ. Question, est-ce que on bosse mieux si le sportif arrive avec sa problématique? Ou est-ce que le gars qui sait pas trop, qui pense qu'il n'a pas vraiment de problème mais qui aimerait progresser mentalement, il sait pas trop, est-ce qu'il peut venir aussi? Oui, en gros je pense que tant que le sportif, il faut que l'envie vienne de lui, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Quand il y a le coach, les parents qui disent tiens il faut que tu y ailles, s'il n'y a pas une adhésion du sportif, si le sportif ne veut pas volontairement venir, le travail sera très compliqué. Moi là-dessus j'hésite pas à dire clairement aux sportifs ou aux coachs ou aux parents que là la collaboration ne sera pas utile pour le sportif parce qu'il n'y a pas une adhésion de sa part. Donc après pour moi, tant que le sportif a envie de progresser, pour moi s'il sent qu'il a toutes les qualités physiques, techniques, tactiques et qu'il lui manque la gestion des émotions, la gestion en match, qui sent qu'il a encore des progrès à faire, si lui veut venir voir un préparateur mental, il est vraiment accueilli à bras ouverts et là-dessus il n'y a pas de problématique précise à avoir quand on arrive. On peut très bien ne pas avoir de problématique précise et essayer d'aller trouver des solutions. Et on peut avoir aussi des sportifs des fois qui viennent nous voir et au bout d'une séance ou deux, on peut leur dire qu'il nous semble qu'il est assez fort justement sur le plan mental et que du coup il n'a pas énormément de boulot à faire. Il y a un côté aussi comme sur le physique ou le tennis, il y en a qui vont être plus forts au départ, donc ça c'est dans tout. Et je pense sur le mental, du coup il y en a qui peuvent être un peu moins forts au départ, donc c'est eux qui ont besoin d'aide. Mais voilà, là-dessus il ne faut pas hésiter, c'est pas une faiblesse du coup d'avoir besoin d'aller voir un préparateur mental. Donc tu as dit que tu étais en Guadeloupe et en Équateur, c'est ça? Ouais. Je ne me trompe pas. Comment ça se passe à l'extérieur de la France en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Moi qui suis souvent resté en France, j'ai l'impression que ça a l'air génial. Alors en Guadeloupe, là ça reste la France, mais comme c'est un dôme, il y a moins de moyens. Donc voilà, une fois qu'on commence à être vraiment bon là-bas, il n'y a pas beaucoup de tournois. L'exemple là-bas, il y avait peut-être 10 tournois par an, adultes en open. Donc forcément, c'est dur de vraiment progresser. Au bout d'un moment, si tu veux progresser, il faut partir. Mais au début, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec la ligue qui fait, je pense, du bon boulot. Et ensuite, après en Équateur, c'est très drôle parce que l'état d'esprit est totalement différent. Donc là-bas en Équateur, ils ont une niaque incroyable. Enfin, ça, je pense que c'est lié à tous les pays d'Amérique du Sud et aussi en Espagne. Enfin, on le voit, hein. La motivation et le courage qu'a Rafa Nadal en permanence, c'est impressionnant. Mais je pense qu'il y a un gros lien avec la culture. Ou en Équateur, je sais que là-bas, ils mettent beaucoup le tennis sur le physique, le mental justement avec la niaque et un peu moins sur la technique. Voilà, on voit là-bas, ils ont ce côté où ils vont
aider le sportif à avancer avec ce qu'il a au départ, ou avec la prise, on va le laisser jouer avec la prise qu'il a au départ, sauf s'il y a des vraies problématiques ensuite. Voilà, après il y a moins de formation aussi, là-bas il n'y a pas de diplôme de prof de tennis, donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est vrai que moi je trouve que le fait d'aller dans d'autres endroits c'est intéressant. Et là-bas après le défaut qu'ils peuvent avoir c'est le côté où sur le plan physique ils sont peut-être un peu la mentalité américaine, où ils vont aller sur ça passe ou ça casse. Donc au niveau physique ils vont pousser les sportifs au maximum, en délaissant pas mal peut-être le bien-être ou le côté avec le travail qu'il faut avec les kinés. Voilà, il y a un côté où du coup quand ils y arrivent ça marche, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de sportifs qui sont peut-être cassés dans leur carrière à cause du physique parce qu'on leur demande trop, on en demande trop à leur corps. Donc il y a ça, et puis après le côté financier, je sais qu'en Amérique du Sud c'est un peu le cas partout, mais c'est un sport qui est encore très élitiste, où là-bas il n'y a que des gens qui ont vraiment des gros moyens qui peuvent jouer au tennis. Et au niveau des structures, par contre, c'est que des grosses structures. Donc si je prends une petite académie en France, là-bas tous les clubs sont comme les petites académies en France, mais il y a une dizaine de clubs. Mais tous les clubs sont hyper structurés et il y a des moyens assez élevés. Par contre, c'est très dur de s'en sortir à haut niveau parce que faut prendre l'avion tout le temps si tu veux faire des tournois. C'est pas comme en Europe où tu veux tout faire en voiture. Enfin, c'est compliqué. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué de sortir de là-bas si on n'a pas des moyens assez énormes. Donc là-dessus, je sais qu'à l'avenir, moi j'adorerais pouvoir aider aussi des pays comme des pays en Amérique latine à pouvoir sortir des joueurs. Voilà, il y a moins d'expertise aussi, il n'y a pas de fac de sport, il n'y a pas tout ça. Donc, Super intéressant de sortir de sa culture et tout. Et moi je pense que ça a été super formateur dans ta personnalité parce que j'ai l'impression que tu as une personnalité vraiment unique que j'adore. Donc franchement, c'est super chouette. Donc je suppose que tu n'as pas trop eu de contact avec la ligue Fédé spécifique tennis. Là, non, pour l'instant, voilà, en tant que joueur, je me suis formé avec la fac et par exemple, les formateurs que j'ai eus, c'était des professeurs qui avaient des profs qui avaient le DE, même le DE2. Donc là-dessus, j'ai eu aussi une fac à la fac de sport de Nice que je conseille vraiment pour les gens qui veulent bosser dans le tennis à Nice. Voilà, la fac de sport de Nice forme très bien sur le tennis. Et après, un petit truc important, c'est que si tu veux devenir prof de tennis avec la fac, je pense qu'il faut aller chercher ton expérience toi-même dans des bons clubs. Où moi, du coup, j'ai travaillé en même temps que la fac. Je bossais facilement 20 heures par semaine pendant 4-5 ans. Donc voilà, je pense que si on veut devenir prof de tennis par le biais de la fac, il faut aller prendre de l'expérience très tôt pour que du coup, quand on sorte des 3 ans de la fac, on a beaucoup d'expérience sur le terrain. Et c'est ce qui manque des fois quand on passe le DE par la fac de sport. Okay. Donc voilà. Alors les 3 dernières questions, on s'approche de la fin. Juste une petite question quand même, comment tu étais à l'école? Tu étais un bon élève? Tu étais un camp? Comment ça se passait pour toi? Non, à l'école j'étais un bon élève. Après du coup à 15 ans, moi, je suis passé au CNED et j'ai fait les études à la maison, donc c'était beaucoup plus compliqué. J'ai eu mon bac en 2 fois. Mais voilà, j'étais un bon élève jusqu'à ce que je passe à distance et sans professeur c'était compliqué. Ouais, donc voilà. Facile. Mais sinon ça me plaît. C'est pour ça que je me suis orienté sur les études et que moi ça me correspondait. Voilà, je serais allé sur le DE si j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus concret et déjà plus proche du monde du travail. Alors que moi j'avais besoin d'aller chercher un peu de théorie et puis un peu de connaissances pour ensuite pouvoir appliquer tout ça sur le terrain. Ok, très intéressant. Et les 2 dernières questions. D'abord, chouette, on a adoré ton interview. Comment on fait pour te contacter? Là, j'ai envie de faire de la prépa physique avec toi parce que je suis motivé, j'ai envie de passer un cap, ou même j'ai envie de faire de la prépa mentale. Où est-ce qu'on te contacte? Est-ce que tu as un site? Comment on te contacte? Alors là, j'ai fait mon site récemment qui est en ligne. Du coup, c'est mentalperftrainer.com. Okay. Et là-dessus, il y a toutes les infos au niveau des prestations, au niveau de mes offres. Il y a pas mal d'infos aussi sur moi. Yes. Donc je mets le lien dans la description. Donc tu mets le lien en bas et du coup après vous pouvez aller voir mon site et il y a toutes les infos dessus. Et ensuite n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des infos supplémentaires sur ce que je peux faire à côté. Prépa physique, prépa mentale, spécifique tennis, mais prépa mentale un peu tous les sports. Donc très intéressant. Et du coup on va conclure sur quel est le meilleur conseil que tu peux donner? Là il y a un joueur qui nous écoute, qui a envie de progresser. Est-ce que tu as des conseils comme ça que tu peux lui recommander pour gagner, pour progresser? Alors, pour que ce soit quelque chose d'assez concret, ce que je peux conseiller c'est de réussir toujours à travailler d'abord techniquement, donc sur 1 ou 2 mois avec le prof, avec la personne avec qui vous travaillez, d'essayer de caler des choses techniquement, tactiquement. Et une fois que ça c'est fait, de passer les 2-3 mois qui suivent à aller appliquer ça sur le terrain d'un point de vue concret, en essayant de matcher surtout au fur et à mesure avec des gens qui jouent de plus en plus vite. Donc pour moi en fait le tennis, une fois qu'on apprend une technique de base,
qu'on peut avoir très jeune, un peu plus vieux, là-dessus ça dépend de chacun. Une fois qu'on a calé la technique, je pense qu'il faut apprendre au fur et à mesure à faire cette technique de plus en plus vite. Donc voilà, le tennis reste du tennis, à la télé ils sont impressionnants, mais ça reste du tennis, c'est frapper une balle, la mettre dedans, être agressif au moment. Donc pour moi il faut réussir à caler des choses, et une fois que c'est calé, réussir au fur et à mesure à jouer beaucoup plus haut. Et je pense que là-dessus des fois on valorise pas assez les joueurs d'un bon classement qui jouent avec des joueurs qui sont un peu plus bas. Donc je pense que ça, il faut vraiment essayer d'aider les clubs pour aider là-dessus, pour que des gens un peu mieux classés puissent jouer avec des personnes qui sont un peu moins bien classées. Et voilà, du coup, essayer de caler des choses techniquement, tactiquement, et puis ensuite vous pouvez aller l'appliquer tout de suite en essayant toujours de jouer avec des personnes plus hautes et de faire un aller-retour comme ça entre votre niveau et des personnes un peu plus hautes pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Super. Bah merci. Si j'ai peut-être une dernière question. Vas-y. Toujours. Est-ce que tu as genre un meilleur souvenir ou une anecdote genre incroyable qui t'est arrivée en tant que joueur ou coach, n'importe? Est-ce que tu as genre un souvenir ou une petite anecdote qui est rigolote? Bon, j'en ai une. En plus, tu étais là. Du coup, on est allé jouer en équipe il y a 2 ans. Et du coup, ça faisait un moment, voilà, ça fait 2-3 ans que j'ai plus trop le temps de jouer. Avec le travail, c'est plus compliqué. Donc du coup, on va en match par équipe, et le long de la route, je dis à tous mes collègues, dont Maurice qui était là, je leur dis, ça fait un moment que j'ai pas fait un petit 7-5 Oder, un match un peu accroché avec du combat. Et du coup, on démarre le match. J'avais Maurice du coup sur la chaise qui me coachait un petit peu mentalement. Et du coup, le match démarre. Bon, je joue un mec qui jouait tactiquement des choses hyper bizarres, hyper intéressantes parce que ça me perturbait beaucoup. Donc, il faisait des chops, d'un coup des amortis, après des lobes. Enfin, ça passait du coq à l'âne tout le temps. Donc du coup c'était assez intéressant, et je termine le match, je sais plus exactement le score, comment ça se passe. 7-6 Oder en tout cas. Mais du coup je termine 7-6 Oder, et je crois que dans le 3e set je mène du coup 5-1 ou 5-2. Et là je me fais remonter au fur et à mesure, donc j'arrive pas à fermer le match. Dont des volées qui frôlent la bande et tout. Voilà, là je me rappelle d'une petite volée où je pense que si je la mettais, je crois que j'avais balle de break ou balle de match. Et du coup après j'arrive au tie-break, et dans le tie-break il y a 4-2 pour moi. Je crois qu'il y a 4-0. Il y a 4-0 pour moi, et je me mets à cramper. Et là je me mets à cramper mais comme un fou, et pendant 2 points... Les 2 cuisses quoi, plus du tout bouger. Je pouvais plus rien faire. Quand je vais m'asseoir, je tends mes jambes et j'avais les cuisses en feu. L'adversaire sous lucide qui ne le voit pas bien sûr. Aussi, ça c'est commentateur Maurice en présence. Et du coup après je crois que je perds 7-5, un truc du genre, le tie-break, et du coup on a joué 3 heures. 4 heures. Ah oui, 4 heures. 4 heures. Et dans la voiture, j'avais dit dans la voiture, ça fait un moment que j'ai pas fait un petit 7-5 Oder avec du combat et tout, et du coup c'est vrai que je m'en rappelle encore, c'est mon dernier gros match, et c'était un kiff énorme. Ah ouais, c'était incroyable, c'était voilà. Génial. Bon, super. Bon, merci beaucoup pour cette interview, et bah du coup à la prochaine, n'hésitez pas à aller le voir, à aller le contacter. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la prépa mentale, de la prépa physique, progressez, et surtout, faites-vous plaisir. Au plaisir. Allez, ciao. Elle est assez présente, ou il faut... Joli. Un petit vol plané. C'était beau. Il faut comprendre, t'as dit que t'étais en Guadeloupe et en Équateur. Salut. Salut monsieur. Ça va la légende? Ça va. Coach de légende Alexis. 3 victoires sur 4. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.